encore FedEx. Mais on vous montrera un poil plus tard ce que c'est. Parce que c'est vachement important. Sans ça, fini de voyager. C'est pas très gros, hein. C'est pas très gros, mais c'est vital. Yes! Le petit autocollant à placer sur les plaques d'immatriculation. Voilà. On est bon encore pour une année. Alors, il est valable jusqu'à quand? Jusqu'à quand c'est valable? 06 2025. Et même plus précisément jusqu'au 29 juin 2025. C'est une date très spéciale. Oui, et il faut savoir que les plaques en Floride, alors est-ce que c'est partout pareil dans le reste du pays? On ne sait pas. Toujours est-il que les autocollants en rapport avec la validité de la plaque ont un lien direct avec l'anniversaire du propriétaire du véhicule. Bon, nous sommes les deux propriétaires, ils auraient pu choisir Carole. Oui. On aurait eu 4 mois d'avance. Ou de retard, ça dépend. Pour pouvoir bénéficier de ton autocollant, les impôts ou services des taxes de la Floride doivent être en possession de ton assurance. Ce qu'ils n'avaient pas. Donc c'est pour ça qu'il nous a fallu un certain temps afin de l'obtenir. Et de pouvoir payer la modique somme de 60 $, c'est ça? Ouais, 60 $ ou 65 $. Ouais, quelque chose comme ça, quoi. Ce qui n'est rien en rapport avec la taxe automobile que nous payons en Suisse. Ou en tout cas dans le canton de Vaud. Chaque canton est un souverain. Et la plaque d'immatriculation en elle-même est valable 10 ans. Alors là aussi on se pose la question, est-ce que tous les 10 ans les propriétaires de véhicules doivent changer leur plaque? S'il y a des gens parmi les abonnés qui visionnent nos vidéos, qui savent comment ça se passe, eh ben mettez-nous un commentaire. Voilà, merci. Hello. You want a map? Yes, please. That's it. First views are 5 miles straight ahead. Parking lot 1 has RV parking. Okay, thank you. Thank you. Bye bye. Ça, vous savez que nous sommes au Grand Canyon parce qu'on a oublié de filmer le panneau à l'entrée. Non, je peux pas. Aussi bien que j'ai une certaine envie pour aller me mettre tout au bord. Mais Non. c'est pour la paix des ménages. Je crois qu'il vaut mieux pas. Tu vas défaillir si je vais tout près. Ah bon.
Viens, Carole. Non, 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 reviens s'il te plaît tout de suite. Ah, c'est chaud. Il est vrai que c'est pas forcément les bonnes chaussures. Ben là, c'est pour commencer quoi. Et puis, c'est la troisième fois que nous venons au Grand Canyon. Et oui, nous avons cette chance-là. Et chaque fois, c'est une véritable émotion lorsque tu arrives au bord de ce canyon, de ce gouffre. C'est, comme disent les Américains, amazing! Le parc national du Grand Canyon est immense. Et tous les sites qui se trouvent ici, que ce soit entre Desert View, Yaqui Point, le Visitor Center, Mater Point, le village, ainsi que Hermit's Point, ont des distances assez conséquentes. C'est pour cela que des lignes de bus sont existantes. Il y en a 4. Bien vu Carole, 4. Une jaune, une bleue, une rouge et une violette. C'est ça. C'est joli ces couleurs. Qui te permettent d'aller d'un point à un autre si tu ne veux pas passer ta journée à marcher derrière le bus bleu là-bas, il fout le camp. Ah mince. Le but de venir ici, c'est de voir ce magnifique Grand Canyon et de pouvoir profiter d'y faire quelques randonnées. Nous allons faire une autre randonnée qui celle-ci se situe à plat, mais qui fait quand même une 11aine de kilomètres. Allez, c'est parti. On vous en montre des petits bouts. Ici au Grand Canyon, il y a plusieurs parkings, pas forcément tous pour les VR. Donc renseignez-vous quand vous entrez dans le parc, qu'ils vont vous donner exactement le lot Ou les lots. ou les lots où tu pourras parquer ton VR pour la journée. Et pour autant que lorsqu'il y a du monde, que ceux-ci ne soient pas pris par des véhicules normaux. C'est ça. Il y a aussi d'autres possibilités pour visiter le parc. Pour les personnes à mobilité réduite, les jeunes enfants, les personnes âgées, il y a des tours qui sont organisés par des gros 4x4. Au Visitor Center, tu as aussi des panneaux explicatifs. Si tu as 1 heure à disposition, 2 heures ou voire une demi-journée, Ou la journée. il y a des programmes prévus. Donc tu t'organises comme tu veux. C'est ça, c'est vachement bien. Hein. Ouais, c'est bien organisé. Nous sommes ici, mais ce n'est qu'une infime partie. Nous voici donc dans le bus. Certaines fois tu peux t'asseoir, mais c'est rare. Alors autant vous dire que pour faire ces images, on met Carole à rude épreuve. Ici on peut voir le Bright Angel Trail. C'est le chemin notamment qui permet de remonter depuis la Colorado River. Le Bright Angel Trail, c'est par ce chemin que tu remontes lorsque tu fais le tour complet en descendant jusqu'à la Colorado River. Par contre, pour y descendre, c'est un chemin qui se trouve beaucoup plus loin. Mais avec ce sentier, tu peux également descendre en partie, soit sur 1,5 miles ou 3, et faire l'aller-retour. On peut voir que c'est quand même un peu abrupt. Hein, Carole? Donc pour notre part, nous allons par là. Il y a un train qui vient jusqu'ici, qui s'appelle le Grand Canyon Railway. Et oui, ils n'ont pas inventé grand chose. Ce train vient depuis la ville de Williams. Ce train a été construit en 1901 et permettait d'amener les voyageurs jusque-là.
D'ailleurs, on peut voir juste derrière moi, là, derrière ma tête, El Tovar. Un hôtel qui a été construit entre 1903 et 1905. Et pour revenir sur ces deux randonnées aller-retour, la première a un dénivelé d'un peu plus de 300 mètres et la deuxième de 600. C'est haut, hein? C'est quand même haut, hein? Ah, quelle horreur! Celle-ci, c'est pour faire la même prise de vue qu'au Preikestollen, où Carole me regardait de loin. Et ben là, c'est pareil. Allez, quelques chiffres sur le Grand Canyon. D'ailleurs, grand en anglais ne signifie pas forcément grand, mais plutôt grandiose, immense, imposant et superbe. Et pourtant, le Grand Canyon mesure 277 miles ou 450 km entre le Lake Powell et le Lake Mead. Alors que tout le monde voit le Grand Canyon, toi tu vois quoi? Une nervure de feuilles. Et quand on dit grandiose, je pense que ce mot n'est pas usurpé. Sa profondeur va de 1300 à 1600 mètres. Et puis sa profondeur, on peut dire que c'est quelque chose entre 5,5 km et 30 km. Le côté nord, il y fait plus froid. C'est pas parce qu'il est au nord, c'est parce qu'il est plus haut. Ce parc national a été fondé en 1919. Et la première descente en bateau a eu lieu en 1879. C'était l'équipe à Powell, complètement gaga ces gaillards. À 3 barques qui sont descendus les rapides du Colorado. Ils étaient 9. 6 revinrent seulement. Les 3 autres avaient décidé, après avoir descendu quelques rapides, que ça en était trop pour eux. Ils sont partis à pied. On ne les a jamais revus. 4,5 millions de visiteurs viennent ici. Ils ont fait 2 de plus aujourd'hui avec nous. Par année, bien sûr. Bon, on a parlé de la géologie, un petit peu de géographie. Et puis maintenant, qui a donc habité dans le Grand Canyon ou à ses abords? Eh bien, pour commencer, c'était les natifs. Il y a environ 8000 à 4000 ans. Au début, ils vécurent sur la crête. Mais au bout d'un moment, certains descendirent au bord du Colorado. D'ailleurs, on peut y trouver dans les grottes qui se trouvent en bas des peintures rupestres, mais également des habitations de style troglodyte. C'est en 1540 que débarqua ici les conquistadors espagnols. C'est bien plus tard que les trappeurs débarquèrent à la fin du 19e siècle. Notamment le célèbre Powell. N'oubliez pas, si vous voulez voir des jolies photos, il paraît, abonnez-vous à Instagram, Facebook. Merci. Côté géologique,
Ah, il y a toujours plein de choses à raconter. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas géologue. Alors je ne vais pas trop en raconter afin de ne pas raconter que des bêtises. Des couleurs, mais qui changent tout le temps, du rouge, du gris, du beige, du rose. Ceci est dû aux multiples différentes couches de roches qui se trouvent à cet endroit. Il faut savoir que les roches les plus anciennes qui se trouvent tout au fond ont plus de 1,7 milliard d'années. Plus tu montes, plus les roches seront récentes. Chaque jour, c'est une épreuve. Je disais, premièrement, j'aime pas trop comme ça se fondit par là. Et deuxièmement, c'est un vrai tableau qui se défile devant nous, c'est impressionnant, quoi. C'est là-bas au fond. On arrive, on y arrive, on y arrive. Mais regardez, elle est folle. Regardez. Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire des photos? Aïe, j'ai mal, aïe. Alors Carole met carrément sa vie en jeu pour vous mettre des photos sur Instagram et Facebook. Alors allez-y, Kappa visite le monde. Nous y sommes. Parti de là. Et nous sommes ici. C'était super. Après avoir accompli plus de 11 km, ça fait du bien de se poser. Ouais, ça va encore. 11 km, on a eu fait plus. Oh, mais ça fait quand même du bien de se poser. Oui, oui. Carole, il pleut. Ça faisait un moment que nous n'avions pas vu ce phénomène météorologique. J'entends certains qui vont nous dire « Mais pourquoi vous n'êtes pas descendu tout en bas, au bord du Colorado ?» Je pense que ce n'est pas un problème de condition physique, parce qu'on l'a, mais ce sera plutôt un problème de vertige. Je pense que ça sera plutôt mon problème à moi, et pas celui de Pascal. Et bon, et comme on vous a dit, les chaleurs extrêmes au fond du trou sont très très élevées, donc voilà, ça serait pas une partie de plaisir. Et le voyage pour nous, il faut que ça fasse plaisir. Voilà. Là c'est très bien. Maintenant tu peux reculer. Hein? Tu peux reculer maintenant. Non. Bon, mais tout le monde n'a pas le vertige. À part ça, c'est magnifique. Et bien voilà, on aimerait bien pouvoir dumper, seulement un wapiti avait une légère soif. Ce qui fait que voilà, on a dû patienter le temps que un des rangers vienne le faire déguerpir.
il est temps de quitter le Grand Canyon, de poursuivre notre route. C'était magnifique. Nous sommes entrés par l'entrée sud et quittons par l'entrée est. C'est totalement différent. Alors que l'entrée sud, nous étions dans la forêt. La sortie est se fait en longeant une bonne partie du Grand Canyon. Nous pourrions bifurquer sur la 89 direction nord, soit le Lake Powell et ensuite Las Vegas. Mais non, nous allons faire autrement. Nous retournons dans le sud. Pour aller où? Eh ben ça, vous le saurez après. Dans un trou. Encore. Nous sommes en train d'installer le Flagpole Buddy, un mât pour pouvoir mettre la Starlink. Non, ça c'est... Vite fait, avant que ça souffle. La Starlink là-haut, on vous fera la démonstration une fois qu'on la posera véritablement. Parce que là, ce n'est pas nécessaire. Mais où arrivons-nous? Alors que derrière moi, vous pouvez voir tout là-bas au fond. Mais alors c'est loin, hein? Les prémices de Monument Valley. Ici a eu lieu un des plus grands impacts sur la Terre. Mais lequel donc? Et surtout, qu'est-ce qu'il en reste? Et voilà encore un élément des forces de la nature. Le météore cratère. Regardez celui-ci, il est immense. Il paraît que c'est l'un des mieux conservés au monde. Il mesure près de 1200 mètres de diamètre pour 170 mètres de profondeur. L'impact a eu lieu il y a 50 000 ans. C'est proche et c'est loin en même temps. Le météore a chuté entre 13 et 20 km secondes, soit une vitesse supersonique entre 47 000 et 60 000 km/h. Est-ce que vous vous en rendez compte? Heureusement, à l'époque, il n'y avait quasi pas de vie ici, en tout cas pas humaine. Celle-ci n'était que animale. On y voyait des mammouths laineux. Comme vous le savez, les Américains adorent les chiffres. Tu peux y mettre 20 terrains de football américains tout autour. Si tu construis des gradins, tu peux y mettre 2 millions de personnes. Eh ben, ça doit faire du bruit, hein. Le météore qui chuta ici était ferrique ou à base de nickel. Celui-ci avait une masse de 300 000 tonnes. La moitié a disparu ou fondu ou s'est vaporisé lorsqu'il traversa l'atmosphère. Mais il en resta quand même 150 000 tonnes lorsqu'il frappa la Terre. Parlons d'explosion, 2,5 mégatonnes de TNT ou alors 150 fois la bombe d'Hiroshima. Le souffle, qui partit dans toutes les directions, atteignit 2000 km/h. Comment est-ce que je sais ça? J'ai étudié avant d'arriver. Pour venir ici, il vous faudra débourser 29 $ par personne. Il y a également des visites guidées, mais nous ne connaissons pas les prix parce que nous n'y allons pas. Vous pouvez avoir, grâce à votre ticket d'entrée, une réduction sur le RV Park qui se trouve à l'entrée de la route qui mène au météore cratère. 20% de réduction. Nous n'y sommes pas allés parce que nous avons dormi sur le parking d'un casino à 15 minutes d'ici. T'as gagné? J'ai pas gagné parce que j'ai pas joué. C'est un certain monsieur Baringer qui acheta ce site en 1903. C'était un ingénieur minier. Il espérait y découvrir non pas du pétrole, mais du fer et du nickel. Malheureusement, il ne fit pas fortune grâce à ça. Après 27 ans de recherche infructueuse, il ouvrit le site aux scientifiques. Ce qui permit, après plusieurs études, de déterminer comment cette météorite était tombée et surtout, quelles en furent les conséquences. Ceci permet aussi de pouvoir
identifier quels sont les risques que nous encourons avec la chute d'un météore. Il y a 65 millions d'années, un météore tomba dans la péninsule du Yucatan, ce qui fut probablement la cause de l'extinction des dinosaures. Il y a une chance qu'une météorite nous tombe sur le crâne toutes les 50 000 ans. Voilà. C'est-il pas beau? Nous avons donc débuté cette vidéo par la vignette sur la plaque d'immatriculation. Il était donc logique et judicieux de finir par le même thème. C'est ça. La boucle Et bouclé. Prochaine destination, la nation Navarro. C'est juste là. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Donc, on vous dit au revoir. N'oubliez pas de liker, de partager, la petite cloche, d'aller sur Instagram et Facebook. On vous dit à bientôt. À bientôt. Merci. Ciao, ciao. Allez. Bon, allez voir ces arbres morts. Ouais, on va aller voir ces arbres morts. Je dirais même plus pétrifiés.